milieu matériel, comme l'air, l'eau ou un corps solide, parcouru par une onde sonore, se met à vibrer. Cette onde sonore vibre d'autant plus vite que le milieu est léger et rigide. Il était alors naturel de penser que la lumière devait avoir besoin aussi d'un milieu matériel pour se propager, même si l'on sait qu'elle se propage dans le vide. Ce milieu matériel a été à un moment envisagé, il s'agit de l'éther ou éther luminifère. D'après la mythologie grecque, Éther est l'un des dieux primordiaux créés en même temps que l'univers. Il personnifie l'air que respirent les dieux, plus subtil que l'air lourd et dense des mortels. La lumière se propage dans ce milieu matériel et hypothétique lié à l'espace immobile absolu à la vitesse c de l'ordre de 300 000 km par seconde. L'éther doit remplir tout l'espace pour que la lumière issue des étoiles puisse nous parvenir sur Terre. L'éther doit être léger et difficile à comprimer puisque la lumière va très vite. Mais l'éther ne doit pas offrir de résistance au corps solide, sinon les planètes seraient ralenties. L'expérience de Michelson-Morley a été réalisée en 1887. Elle devait détecter le vent d'éther, c'est-à-dire le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, milieu dans lequel la vitesse de la lumière devait être c. Le principe était de comparer les temps de parcours mis par la lumière pour parcourir des allers-retours de distances identiques dans des directions parallèles et perpendiculaires à la direction du mouvement de la Terre autour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Nous allons, dans cette vidéo de la collection La physique animée, présenter l'expérience historique de Michelson-Morley, dont l'interprétation des résultats a conduit les physiciens à renoncer à l'idée du vent d'éther censé porter les vibrations lumineuses. Commençons par une compétition entre deux nageuses. On considère une rivière de largeur d, égale à 100 mètres par exemple, et deux nageuses qui nagent toutes les deux à la même vitesse v, de l'ordre de 2 km par heure. La rivière coule à allure modérée, avec un courant de vitesse u de l'ordre de 1 km par heure. Les nageuses partent toutes les deux du même point A. L'une d'elles nage directement à travers la rivière vers le point A1, le plus proche de la rive opposée, puis fait demi-tour et revient à son point de départ. L'autre reste d'un même côté de la rivière, remontant le courant sur une distance mesurée le long de la berge exactement égale à la largeur d de la rivière, puis revient en nageant vers son point de départ. Laquelle de ces deux nageuses revient la première à son point de départ ? La nageuse qui va en face et revient se déplace aussi bien à l'aller qu'au retour, à la vitesse par rapport à la rive donnée par v par rapport à la rive est égal à v plus u, soit en module v par rapport à la rive est égal à racine carrée de v au carré moins u au carré. Le temps qu'elle met pour effectuer l'aller-retour est donc T1 est égal à 2D sur racine de V carré moins U carré. Le temps mis par la nageuse qui se déplace le long de la rive vers le point A2 puis revient au point de départ est T2 est égal à D sur V moins U plus D sur V plus U est égal à 2dV sur V carré moins U carré. On constate que T1 est plus petit que T2. La nageuse qui se déplace perpendiculairement au courant gagne la course. Présentons maintenant l'interféromètre de Michelson. C'est un instrument qui permet de réaliser des interférences lumineuses avec de larges sources de lumière. Le principe est le suivant. On considère une source lumineuse monochromatique, c'est-à-dire de longueur d'onde bien déterminée. Un rayon lumineux est divisé en deux en tombant sur une lame semi-réfléchissante inclinée d'un angle de 45 degrés. Le premier rayon tombe sur un miroir plan distant de D1 de la lame. Il y est réfléchi, il atteint finalement l'écran après traversée de la lame. Le deuxième rayon tombe sur un miroir perpendiculaire au précédent, dans cette configuration appelée lame d'air, et distant de D2 de la lame. Il y est réfléchi, puis dévié par la lame à destination d'un écran. Les deux rayons ont parcouru des trajets différents, ils interfèrent sur l'écran. Les franges que l'on observe sont des cercles alternativement lumineux et sombres. On les appelle des franges d'égale inclinaison. Les vidéos de la collection La physique animée consacrée à cet interféromètre expliqueront en détail le fonctionnement et l'utilité de cet instrument. Nous allons, de manière simple, donner le principe de l'expérience historique de Michelson-Morley. Revenons en 1887 et imaginons que l'éther existe.
La Terre et l'interféromètre de Michelson se déplacent dans l'éther autour du Soleil à la vitesse u de 30 km par seconde. Il revient au même de considérer la Terre immobile dans un courant d'éther, comme un bateau à l'ancre dans un fleuve. Réglons l'interféromètre de Michelson pour que la distance entre la séparatrice et les deux miroirs soit la même, notée D. Plaçons l'interféromètre de telle manière qu'un des bras de l'interféromètre, celui où se trouve le premier miroir par exemple, soit dans le sens du mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire dans le sens du vecteur vitesse u, évalué dans le référentiel lié à l'éther, dans lequel la vitesse de la lumière est c. Un faisceau lumineux monochromatique arrive dans l'interféromètre dans la direction du premier bras. On envoie ainsi un rayon lumineux en aller-retour dans la direction du courant d'éther vers le premier miroir et un rayon en aller-retour perpendiculairement au courant vers le second miroir, à l'image de nos deux nageurs qui viennent de faire la course, l'un allant et venant dans la direction du courant, l'autre allant et venant transversalement au courant. Nous allons calculer, en supposant que la lumière vérifie la loi de composition galiléenne des vitesses, la différence des temps de parcours entre les deux rayons lumineux. Pour le rayon lumineux se déplaçant transversalement, à l'image de notre nageur ayant gagné la course, le temps de parcours est T1 égale 2D sur la racine carrée de C carré moins U carré, c'est-à-dire à peu près 2D sur C facteur de 1 plus U carré sur 2C carré, puisque la vitesse petit u est très faible vis-à-vis de la vitesse de la lumière C. Pour le rayon lumineux se déplaçant dans la direction du courant d'éther, à l'image du nageur longeant la rive, le temps de parcours est T2 égale D sur C moins U plus D sur C plus U, c'est-à-dire, là encore, en utilisant le fait que U est beaucoup plus petit que C, 2D sur C, facteur de 1 plus U carré sur C carré. La différence des temps de parcours vaut alors T2 moins T1 égale D fois U carré sur C au cube. La différence de marche entre les deux rayons et l'ordre d'interférence sont respectivement delta égale U carré sur C carré fois D et P égale U carré sur C carré fois D sur lambda 0. Faisons tourner maintenant l'interféromètre de 90 degrés, de telle manière que le premier miroir soit désormais placé perpendiculairement au courant d'éther. L'ordre d'interférence prend alors une valeur opposée à celle que nous venons de calculer. Ainsi, en faisant tourner l'interféromètre, on devrait observer une variation de l'intensité lumineuse sur un écran situé à la sortie de l'interféromètre. Variation due au changement d'orientation des bras de l'interféromètre par rapport à la direction du mouvement de la Terre. Donnons quelques ordres de grandeur. Prenons par exemple D égale 10 mètres et une longueur d'onde de 500 nanomètres. Avec U égale à 30 km par seconde et C de l'ordre de 3,10 puissance 8 mètres par seconde, on trouve une variation de l'ordre d'interférence de l'ordre de 0,2 qui aurait pu être observée. Mais l'expérience de Michelson-Morley, reproduite de nombreuses fois depuis, n'a jamais mis en évidence de différence d'intensité lumineuse lors de la rotation de l'interféromètre. Un courant d'éther semble bien indétectable. Le résultat négatif de l'expérience de Michelson-Morley permet d'émettre plusieurs hypothèses, comme par exemple, la mesure n'est pas assez précise, le référentiel terrestre est immobile par rapport à l'éther, la célérité de la lumière est c dans l'éther, mais aussi dans le référentiel terrestre. Mais alors, que représente véritablement la vitesse de la lumière c dans le vide ? Par rapport à quel référentiel est-elle mesurée si le concept d'éther, lié à l'espace absolu et immobile, n'existe pas ? Albert Einstein, en 1905, a postulé que la vitesse de la lumière dans le vide avait la même valeur dans tous les référentiels galiléens. Et ce principe, conjugué au principe de relativité déjà énoncé par Galilée, stipulant que toute expérience faite dans un référentiel galiléen se déroule de manière parfaitement identique dans tout autre référentiel galiléen, a permis à Einstein de construire, en 1905, la théorie de la relativité restreinte. Prédite théoriquement il y a un siècle dans le cadre de la relativité générale, les ondes gravitationnelles ont été détectées récemment par les expérimentateurs
alors même qu'Einstein pensait que les déformations de l'espace-temps dues à ces ondes étaient si faibles qu'elles ne pourraient jamais être détectées directement. Des événements astrophysiques comme des formations de trous noirs ou des coalescences d'objets compacts génèrent de telles ondes qui vont modifier la métrique de l'espace-temps. Ce sont ces ondes, générées à plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre, que les deux interféromètres géants américains du projet LIGO, l'un situé en Louisiane, l'autre à 3000 km dans l'État de Washington, ont observé simultanément le 14 septembre 2015. Le projet européen Virgo a été inauguré en juillet 2003 à Cassina en Italie et modernisé récemment. C'est un interféromètre de Michelson géant dont les bras mesurent 3 km de long et capable de démultiplier le trajet optique parcouru par la lumière jusqu'à 120 km. Ces interféromètres de Michelson géants seront rejoints vers 2030 par ELISA, une constellation de 3 satellites artificiels, un satellite père et 2 satellites fils, en orbite héliocentrique et formant un triangle équilatéral d'1 million de kilomètres de côté. Au passage d'une onde gravitationnelle, les distances des 2 bras de ELISA seront perturbées du fait des déformations de l'espace-temps produites par l'onde gravitationnelle.